Bonjour à toutes et à tous, c'est Étienne qui vous parle à l'occasion de ces journées nationales de l'autisme. Je vous préviens, on a beaucoup de boulot aujourd'hui puisqu'on va parler d'autisme évidemment, mais pas que. On va parler d'enfance, on va parler d'éducation, on va parler structure, on va parler carrière, on va parler tout plein de choses. Alors pour ça, j'ai fait appel à des professionnels quand même. Ils sont 3, mais je vous préviens, c'est la crème de la crème que je vous ai dégoté. On est sur le high level du handicap que si vous trouvez mieux ailleurs, je vous rembourse 2 fois la différence, c'est pas un souci. Je vous présente d'abord Thomas qui est éducateur spécialisé. Bonjour Thomas. Bonjour Monsieur Roux. Thomas, vous êtes accompagné par Amandine qui elle est monitrice éducatrice. Bonjour. Donc je vous préviens, il va falloir m'expliquer très vite la différence entre les deux parce que c'est pas clair. Et vous êtes tellement travailleur que vous êtes venu avec votre patronne sous le bras, Noémie Billet. Bonjour Noémie. Bonjour. Alors je vais récapituler qui vous êtes. Vous travaillez pour une association tous les 3 qui s'appelle La Page. Tout à fait. Et Thomas et Amandine, pour cette association, vous êtes donc éducateur et monitrice dans une UEMA. Alors pour ceux qui n'ont rien compris de ce que je viens de dire, rassurez-vous, c'est normal, ça va s'éclaircir. Noémie, est-ce que vous pourriez nous dire 2-3 mots sur l'association rapidement pour nous expliquer ce que c'est ? Oui, bien sûr. Du coup, nous sommes situés sur la commune de Villefranche-sur-Saône. Donc, on est un CESAD, un service d'éducation spécialisé de soins à domicile. Et dans le cadre de nos missions, nous avons plusieurs services, dont 3 services qui sont les unités d'enseignement maternel et élémentaire. Une qui est située à Lyon, une autre à Villefranche et une élémentaire à Vaux-en-Velin. Du coup, c'est un dispositif qui est cadré par un cahier des charges. Et nous accompagnons 7 enfants dans une classe, dans une école. Là, pour le coup, on parle de l'école maternelle François Truffaut qui est à Lyon 5e. Et on est une équipe interdisciplinaire pour accompagner 7 enfants qui ont un diagnostic TSA et pour qui nous proposons des accompagnements adaptés toute l'année scolaire et également sur les temps de vacances scolaires et les mercredis auprès des familles. Nous sommes donc une équipe interdisciplinaire avec des éducateurs, donc Thomas et Amandine, une équipe également avec une enseignante spécialisée qui coordonne sa classe de maternelle, Charlotte. Nous avons une psychomotricienne, donc Mathilde, Marie-Hélène qui est notre orthophoniste, donc elles sont à temps partiel, notre psychologue qui est Célia. Nous accompagnons aussi des apprentis éducateurs spécialisés, donc on a Andy qui est en alternance, en 3e année d'apprentissage. Les collègues qui j'ai oublié, Héloïse, éducatrice de jeunes enfants. Et Jade. Et Jade qui est éducatrice spécialisée. Alors, ça fait déjà pas mal de monde. C'est ça. Alors, il y a juste un truc qui est pas clair dans ce que vous venez de me dire, c'est le mot TSA, évidemment. Oui. Non, je vais me tourner vers Thomas. Thomas, est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots vraiment ce que c'est que l'autisme ? Parce que personne ne sait vraiment ce que c'est une maladie, c'est quoi ? Donc par expérience, c'est pas facile de décrire l'autisme. Je dirais qu'il n'y a pas une définition précise parce que chaque personne TSA est différente et n'a pas les mêmes besoins. Et c'est aussi ce qui fait la richesse du public. C'est pas une maladie, c'est un trouble neurodéveloppemental qui dure sur l'ensemble de la vie. Donc ça se soigne pas comme une maladie. Cela se manifeste par des troubles de la communication relationnelle, des intérêts restreints ou obsessionnels. Ceux qui communiquent verbalement, il y a quand même beaucoup d'écholalie, de répétitions, etc. Donc c'est la communication mais un petit peu pas trop fondée quand même. Au niveau relationnel, ils ont des difficultés à s'intégrer avec les autres, souvent malgré qu'il y ait des temps de jeu et tout, mais ils ont souvent besoin de leur espace un petit peu personnel à eux, dans leur petit monde. Ils ont souvent des jouets répétitifs qui leur procurent beaucoup de sensations. Après, je les décrirais comme des personnes voyant le monde un peu différemment. Il ne faut pas oublier que certaines choses peuvent être vécues comme des attaques pour eux, telles que le bruit, les lumières et d'autres choses comme des choses positives. Ils développent des capacités que eux seuls ont le secret. Donc vraiment, sur des choses, ils sont super impressionnants. Et au quotidien, le travail avec des personnes TSA demande une grande réflexion, analyse et ajustation. Ils ne cessent de nous surprendre et les journées sont toutes différentes. Alors, si je comprends bien, en fait, il y a toutes les sortes possibles et imaginables, à des degrés différents. Ça peut être des enfants qui ont des comportements complètement différents. Mais alors, comment vous faites pour vous adapter à tout ? On peut pas être formé à tout, donc vous arrivez à jongler entre chaque tempérament de chaque enfant ? On est beaucoup dans l'observation déjà. Ouais. Et du coup, face à ça, on s'adapte vraiment en fonction du comportement des enfants. D'accord. Je vois par exemple, imaginons un enfant qui aurait horreur de la lumière, un autre enfant qui a peur du noir, vous arrivez à aménager l'espace, à faire cohabiter les deux ? Il y a beaucoup d'adaptation environnementale déjà, notamment D'accord. au niveau des lumières. Là, ils sont à l'école, on a des postes précis avec des tables de travail précises. Par exemple, il y a des paravents pour qu'ils se concentrent et évitent la lumière, etc. Et sinon, au quotidien, oui, c'est beaucoup d'ajustements.
Et alors, si j'ai bien compris, une UEMA, du coup, c'est une classe maternelle, une classe spécialisée dans une école maternelle classique. Et alors, les enfants, ils sont mélangés un petit peu comme une classe normale ou c'est un monde à part, ils baignent dans l'école maternelle normale ou... Bah, en fait, une journée à l'UEMA, ça ressemble vraiment à une journée classique de classe ordinaire en maternelle. Donc, il y a des temps de regroupement, il y a des temps de travail. Les temps de regroupement, ils sont tous ensemble. Après, les temps de travail, c'est vraiment du cas par cas où ils sont en individuel avec un professionnel. Après, pareil, il y a la récréation où là, ils sont avec les autres classes de l'école maternelle. D'accord. Et alors, comment ça se passe justement avec les autres enfants qui sont... Pas comment on peut dire, pas handicapé. D'ailleurs, c'est une bonne question. Ça, comment on dit un enfant qui est pas handicapé? Alors, on peut pas dire normal. Qu'est-ce que c'est le mot? Bah, ça, c'est la grande question. On peut dire neurotypique. Et alors, du coup, la cohabitation entre les enfants autistes et les enfants neurotypiques, j'imagine, ils doivent poser beaucoup de questions. Et pourquoi le petit garçon, il est comme ça? Comment vous expliquer un peu au petit? Comment ils réagissent? Bah, du coup, c'est important d'être assez explicite. Et donc, on fait de l'inclusion. Donc, il y a les enfants de la classe de l'UEMA qui vont aller dans les classes de maternelle dite ordinaire. Et après, pareil, on peut avoir, par exemple, le vendredi matin, il y a des enfants des autres classes qui viennent dans notre classe et qui peuvent du coup rencontrer les élèves. Puis la récréation, la cantine aussi. Et ils posent pas trop de questions, les autres enfants? Si, ils posent forcément des questions, mais ça se fait plutôt naturellement. La cohabitation, elle se passe bien? Oui, ça se fait naturellement. D'accord. Je vais me tourner vers Noémie maintenant. Noémie, tous ces enfants, on a tendance à l'oublier, mais ils grandissent. Oui. Donc l'UEMA, c'est l'équivalent de l'école maternelle pour les enfants TSA. Il reste maximum 3 années. D'accord. Et alors, passé l'âge de l'école maternelle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a qui vont dans les classes normales, genre les Ulysse, les SECPA, les machins, on comprend pas toujours tout. SECPA, c'est au collège. Oui. Alors du coup, pour les enfants qui arrivent à l'âge du CP, qu'est-ce qu'il y a? Alors du coup, les enfants sont accompagnés, alors ça dépend de leur âge d'entrée dans le dispositif. Donc on les accompagne entre 2 et 3 années en moyenne. Donc l'objectif, c'est dans le cahier des charges, le retour à l'ordinaire, donc CP ou Ulysse. Après, ça va dépendre de ce qu'on aura pu observer sur les 3 années d'accompagnement. Alors Ulysse, c'est, le sigle, c'est Unité locale d'inclusion scolaire. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un dispositif éducation nationale où les enfants vont être sur leur classe. Donc là, pour nous, ils sont sortants de maternelle, donc on parle de Ulysse CP. Et du coup, ils ont une enseignante spécialisée qui est formée au handicap et alors il existe des Ulysse TSA, mais d'autres Ulysse en fonction des diagnostics qui ont été posés pour ces enfants. Donc nous, la plupart des enfants qu'on a accompagnés iront plutôt en Ulysse TSA puisque cela permet de pouvoir, comme disait Thomas, aménager les espaces, le matériel et avoir une classe où on va retravailler sur certains apprentissages qui nécessitent d'être plus au calme avec l'enseignante spécialisée ou aborder une méthodologie bien spécifique pour ces enfants. Et sinon, ils sont dans leur classe de référence, leur classe d'âge. D'accord. Est-ce que ça arrive qu'il y ait des enfants qui sont en UEMA aujourd'hui, qui reprennent une scolarité classique derrière? Ça arrive souvent? Oui, c'est arrivé. On a eu des enfants, par exemple, qui sont sortis en anticipé, c'est-à-dire qu'ils avaient une notification de 3 années en UEMA et courant de la moyenne section, on s'est aperçu en lien avec la famille et tout ce qu'on a pu observer au niveau des apprentissages, de l'autonomie, des habilités sociales des enfants, que l'enfant pourrait, si la famille le souhaite, pouvoir intégrer une grande section de maternelle, par exemple. Donc ça, c'est arrivé. Après, on a des enfants pour qui une orientation autre pourra se dessiner aussi, puisqu'on a des bilans qu'on va réaliser. On travaille aussi avec le droit commun, donc il peut y avoir d'autres partenaires de proximité, des médecins, des neuropsychiatres qui vont intervenir dans le parcours. Et là, il peut y avoir aussi des orientations IME, donc Instituts médico-éducatifs, où là, ce sont des établissements médico-sociaux qui sont plutôt fléchés pour les enfants. Et il y a de la place pour tout le monde, du coup, parce que l'impression qu'on a, en fait, c'est que c'est bon, en maternelle, UEMA, en CP, Ulysse, ensuite il y a les SECPA, voilà. Dit comme ça, on a l'impression que c'est bon, le problème est résolu. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, finalement? Il y en a qui sont pas faits pour l'école du tout? Non, il n'y a pas de place pour tout le monde. Donc, on a des situations où, effectivement, quand il y a une orientation IME qui va se dessiner, où là, on va travailler En fait, il faut éviter les ruptures de parcours, puisque pendant 3 années, on va travailler de façon renforcée avec les enfants et la famille. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas eu ces 3 années pour rien par la suite. Donc, qu'il y ait une continuité de parcours. Donc, l'idée, c'est que
dès la rentrée scolaire qui suit, l'enfant ait un accompagnement adapté à ses besoins. Sur la question des IME, sur le territoire, malheureusement, effectivement, il y a beaucoup d'enfants, pas que nos enfants du UMA, mais ce ne sont pas nos enfants d'ailleurs, mais les enfants qu'on accompagne à l'UMA. Heureusement que ce n'est pas tous les vôtres, quand même. C'est ça. Mais du coup, voilà, c'est un gros travail qu'on mène, nous les professionnels, en lien avec les IME de secteur et puis bien sûr les remontées qu'on peut faire dans le cadre de nos comités de pilotage avec l'Agence régionale de santé, l'Éducation nationale, la MDPH. Ce sont des sujets qui sont connus sur le manque de place sur le territoire. Vous avez déjà bossé, Thomas, Amandine, dans des instituts comme ça ou pas du tout ? Oui, moi j'ai bossé 3 ans dans un IME dans la Nièvre. Et alors du coup, ça ressemble à quoi ? C'est quoi la différence avec une classe ? Au niveau de la différence avec une classe ordinaire, je dirais que c'est qu'il y a plus de médiation. Il y a toujours des apprentissages scolaires, souvent en individuel avec une enseignante spécialisée aussi. D'accord, c'est pas juste un mode de garde, c'est vraiment il y a un apprentissage derrière. Oui, un apprentissage toujours et sur des activités toujours structurées. Et après, souvent l'après-midi, c'était des médiations quand même. Donc, des médiations, c'est-à-dire ? Quand je dis médiation, c'est pour répondre au bien-être des enfants. Donc nous, par exemple, on a la piscine, on faisait aussi du poney, des sorties au parc pour la sociabilisation. La différence, c'est que je trouve que ça s'adapte beaucoup plus aux enfants qui ont des difficultés, et ça répond vraiment à leurs besoins. On a souvent en fait cette représentation-là dans les films, dans les séries, des choses comme ça. À chaque fois, l'autiste, c'est le surdoué, le génie. Je vois, dans les années 80, il y a eu Redman, il t'apprend l'annuaire en 3 secondes. Plus récemment, il y a eu Good Doctor, c'est le neurochirurgien qui est brillant. Astrid RFL, c'est la super flic qui résout les énigmes en 10 secondes. À chaque fois, l'autisme, c'est un génie, il a un pouvoir particulier. Vous en avez beaucoup, des enfants comme ça ? Il y en a ou c'est un cliché ? Ça existe ? On parle d'Asperger. Nous, on n'a pas de, comme vous dites, autisme Asperger, mais on en a qui développent d'autres capacités. Par exemple, il y en a qui sont capables de répéter les chiffres en anglais jusqu'à 100. D'accord. On ne sait pas forcément d'où ça vient, ce qu'ils ont entendu et tout. Et comme je vous disais tout à l'heure dans la définition de l'autisme, ils développent vraiment d'autres capacités un petit peu que eux seuls ont le secret. Ils sont capables des fois de nous faire des choses assez surprenantes, même minutieuses, qu'un enfant, comme on disait tout à l'heure, si on peut dire normal, ne serait pas capable de faire. Du type, par exemple, mémoriser beaucoup de choses. Oui, par exemple, mémoriser... des passages de films. Oui, des passages de films, même les arrêts de bus, savoir... Ça, des enfants comme ça, vous en avez ? Oui. Oui, ils connaissent le circuit du bus, même les puzzles, ils sont impressionnants sur certains. Au niveau des puzzles, la construction, ils alignent tout parfaitement sans que ça tombe. D'accord. Donc des fois, on se demande comment ils font. Ce qu'on disait, c'est qu'il y a plein de degrés différents, en fait. Ça peut être du tout petit trouble jusqu'à des enfants qui ont des comportements vraiment problématiques. Au final, est-ce qu'adulte, on peut être autiste sans le savoir ? Déjà, moi, je sais qu'en formation, par exemple, j'ai déjà rencontré un formateur qui disait que lui, toute sa vie... il sentait qu'il avait certaines particularités, mais il s'était jamais vraiment posé de questions et qu'en fait, il a eu un diagnostic vraiment tardivement. Donc, je pense que oui. Il y a moyen de le découvrir, il y a des tests, il y a des trucs comme ça. C'est un diagnostic, oui. Du coup, est-ce que vous recommandez de le passer ? On ne sait jamais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui se posent des questions sur leur personnalité. Ça peut être intéressant. Ils ont des doutes sur certaines choses, mais il y a quand même généralement des signes. Des éléments. Il y a des signes, des tocs ou des rigidités particulières. D'accord. Mais après, tout le monde. Oui. Des fois, ça permet de répondre aussi à... Si on se questionne sur notre personnalité un petit peu, pourquoi je fais ça à tel moment ? S'il y a un diagnostic, peut-être qu'on peut rebondir dessus et adapter aussi. Alors, je vais endosser maintenant le costume de conseillère d'orientation, si vous le voulez bien. Il y a pas mal de jeunes qui arrivent en début d'études supérieures, qui savent pas trop quoi faire de leur journée. Il y a peut-être des vocations qui vont naître. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos boulots ? On va commencer par Amandine, parce que monitrice, je sais pas ce que c'est. Déjà, moi, je dirais que il y a en effet, comme disait Thomas tout à l'heure, il y a plusieurs éducateurs. Okay. Mais pour moi, on fait à peu près tous les mêmes missions. On doit accompagner les enfants vraiment sur les tâches de la vie quotidienne. Donc tout ce qui est repas, tout ça. Je suis amenée à réaliser des projets et des activités de groupe. Et ça, éducateur spécialisé, ça diffère Quelle est la différence entre les deux, en fait ? En vrai, il y a la durée d'études de moniteur éducateur, c'est 2 ans, et éducateur spécialisé 3 ans. Mais comme disait Amandine, sur le terrain en soi, on ne voit pas trop de grosses différences selon les établissements aussi. Il y a des établissements, il n'y a presque aucune différence. Après, de base, l'éducateur spécialisé, éducateur de jeunes enfants, il va faire plus d'administratif, d'écrit. D'accord. Après, sur le terrain, on fait à peu près la même chose, juste le salaire, il n'est pas pareil. Voilà. J'imagine. Et cette formation-là, c'est chaud. Est-ce que c'est chaud vraiment de devenir éducateur spécialisé ? C'est une vocation, ça va porter tout le monde On peut dire que c'est une vocation.
D'accord. Parce que voilà, on fait pas ça, comme on dit souvent, on fait pas ça pour le salaire. Après, la formation, non, voilà, comme tout, hein, quand on est motivé. Et alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé comme ça? Comment on se réveille un beau matin en se disant tiens, si je travaille avec des enfants handicapés? Alors moi, du coup, de base, vraiment, c'était pas mon premier choix d'être éducatrice. J'ai fait des études de cuisine. Je me suis réorientée et j'ai travaillé du coup en tant qu'animatrice. Et donc j'ai vraiment été confrontée un peu au manque de moyens en animation, où là j'ai pu rencontrer des enfants en situation compliquée, par exemple familialement, enfin, où il y avait des environnements qui n'étaient pas adaptés pour eux parce qu'ils étaient en situation de handicap. J'ai pu rencontrer aussi des familles isolées ou qui étaient vraiment en difficulté face à leurs enfants. Et en fait, en tant qu'animatrice, j'avais pas suffisamment une marge de main-d'œuvre pour agir. Et du coup, je me suis renseignée sur ce que je pouvais faire. Envie de vous impliquer plus là-dedans. Voilà, exactement. Et Thomas, vous, ça a été quoi? C'est l'appel de Dieu? Vous réveillez un beau matin, tiens, j'aime bien les enfants. Comment ça s'est passé? Non, moi, c'est aussi un petit peu comme Amandine au niveau j'étais aussi animateur sur mes vacances scolaires dans des centres aérés. Donc avec des enfants neurotypiques Ouais, mais même en centre aéré, on est confronté à des enfants avec des difficultés. Donc j'accompagnais souvent des enfants avec des troubles autistiques ou trisomiques. Et après, j'ai eu une situation personnelle et familiale où j'accompagnais quelqu'un en situation de handicap physique et moteur. Et c'est ce qui m'a donné envie de me projeter dans ce métier. Mais avant, j'ai fait un BTS dans le commerce parce que je voulais pas me lancer éducateur spécialisé trop jeune. Et quelle qualité il faut, du coup, pour être éducateur ou monitrice? Quelle qualité il faut absolument? On va faire de qualité chacun. On va la faire en croisée. Tiens, on va commencer par Amandine. Une qualité qu'il faut absolument pour faire ce métier? La patience. J'imagine, ouais. Voilà. Thomas? Faut pas qu'on oublie le fait de décrocher quand on rentre chez nous. Je trouve ça super important parce qu'on a souvent des journées compliquées et on est souvent confronté à des histoires complexes. Donc, faut bien faire la différence entre le pro et perso. Quand on rentre à la maison, on pense plus à la journée de boulot, sinon ça nous ronge. Donc ça, c'est important de décrocher, je veux dire, prendre du recul. Savoir gérer la marge boulot perso. Amandine? La bienveillance. Bon, ça c'est un peu basique, mais oui, le recul, même la réflexion. Thomas, un dernier? Le dynamisme, je vais dire, parce qu'on a des journées quand même assez speed avec les enfants. Ça demande c'est sport quand même, donc j'imagine. Bien dynamique, ouais. Ok, donc patient, dynamique, avoir le recul suffisant. Alors je me tourne vers Noémie, est-ce qu'évidemment ils ont tout ça? Bah évidemment. Évidemment. C'est moi qui les ai recrutés avec ma directrice. Pour avoir un petit aperçu de votre quotidien quand même, est-ce que Thomas, vous pourriez nous décrire votre journée type? Donc vous arrivez à 8h à l'UEMA, petit café, bonjour patronne, on arrive. Qu'est-ce que c'est la première chose que vous faites? Eh ben, on arrive à 8h, oui, comme vous dites. Après, souvent, on installe un petit peu le matériel pour les différents temps. Donc, il y a, comme disait Amandine tout à l'heure, il y a différents petits temps. C'est souvent sur des demi-heures parce que ça demande beaucoup de concentration aux jeunes aussi. Donc, on installe le matériel, comme je vous disais. Après, il y a des temps classiques quotidiens comme une école maternelle ordinaire, on va dire. Okay. Donc, avec des regroupements. On commence souvent on commence la journée par un temps de jeu libre. Donc, les enfants arrivent tranquillement de chez eux, ils peuvent jouer, s'y retrouver dans la classe, etc. Donc il y a accueil des familles. Ouais, c'est ça. Accueil des familles à la porte. On fait une petite passation avec la famille, comment s'est passée la nuit, comment va le jeune ce matin, s'il avait envie de venir ou s'il était un peu plus ronchon pour venir. Après, on les fait jouer tranquillement sur des jeux où on pose des activités sur la table. Après, on a un petit temps classique comme en école ordinaire, tout simplement avec les jours de la semaine, les petits rituels. Ça se rapproche de l'école ordinaire quand même. Oui. Oui, au fait, ça fait journée classique d'école ordinaire, mais avec des adaptations, comme on vous disait, au niveau de la durée. On a des temps, par exemple, plus sensoriels. En ciblant avec certains enfants, on se rend compte qu'ils ont des besoins différents, par exemple un besoin de se défouler. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre aux besoins de l'enfant qui a besoin de courir partout, etc. Amandine, les journées, c'est sensiblement les mêmes ou pas du tout? Oui, moi je dirais pareil. Voilà, comme il disait Thomas, il faut qu'on adapte l'environnement. Mais sinon, c'est à peu près pareil que dans une classe ordinaire en maternelle, comme je disais tout à l'heure. Et alors, Noémie, on parlait tout à l'heure des familles, en fait. L'image qu'on a dans une école classique, c'est un peu l'instit à 17h30, il remet le gamin aux parents, il y a les devoirs à faire, débrouille-toi mon gars, on se retrouve demain. Il y a un lien particulier avec les parents ou ça se passe comme une classe normale? Vous avez un lien particulier derrière? Il y a un suivi? Comment ça se passe avec les familles? Il y a un lien particulier. Alors moi, en tant que maman qui ai vécu une scolarité ordinaire pour mes enfants, oui, je vois bien la différence par rapport à ce que on peut proposer à l'UEMA. J'expliquais en introduction, on a des temps sur les mercredis matins, les vacances scolaires, où l'équipe médico-sociale va pouvoir se rendre disponible en fonction des besoins.
des familles pour travailler un objectif en particulier. Donc, je donne un exemple peut-être concret pour que ce soit plus parlant. Une famille qui nous dirait, voilà, je vais être en difficulté sur les repas. Le coordinateur de parcours, l'éducateur, il va pouvoir se rendre à domicile, peut-être sur un temps de repas justement, pour observer l'enfant et la famille dans son environnement et proposer en échangeant des adaptations qui peut-être... on a observé des choses très positives à la cantine, par exemple, et on va essayer de généraliser, de proposer des outils à domicile et de pouvoir permettre justement à l'enfant, quand il est en réussite à l'UMA, de l'être partout, en fait, dans son contexte de vie au quotidien. Voilà, donc forcément, rentrer à domicile, dans l'intimité des familles, ça crée un lien différent avec l'équipe. Qu'est-ce que je peux vous dire ? On se voit quand même 3 années pour la plupart des familles, matin et soir au portail. On a des réunions régulières dans l'année où on va proposer en début d'année ce qu'on appelle nous le PPAS, les fameux acronymes qu'on adore dans le médico-social. Il y en a beaucoup, effectivement. Voilà, le projet d'accompagnement personnalisé de scolarité, puisque dans ce projet, on va aborder des objectifs bien sûr scolaire, puisqu'on est dans un projet d'école, mais aussi éducatif et rééducatif. Donc ça, c'est co-construit avec la famille, puisqu'on va recueillir les attentes dans un premier rendez-vous. Ensuite, on va proposer, nous, l'équipe, effectivement, des objectifs spécifiques avec les moyens en face. Donc, Amandine en parlait tout à l'heure, des projets. Donc, il peut y avoir des projets... par exemple, on a l'approche des soins. Peut-être qu'Amandine, vous pouvez en dire 2 mots sur ce projet pour compléter. Oui, par exemple, l'approche des soins, c'est des enfants qui peuvent rencontrer des difficultés chez le docteur ou au moment d'aller chez le dentiste. Et du coup, on va mettre en place... c'est une désensibilisation pour aller au rendez-vous. Voilà, où là, y a un éducateur qui va faire de la manipulation comme si on était chez le docteur pour que l'enfant il s'y habitue et qu'après, les rendez-vous médicaux soient plus faciles. Mmh. Voilà, après pareil chez le coiffeur par exemple, on peut travailler sur le coiffeur. Et alors pour en revenir aux familles justement, déjà dans une école classique on voit certains parents qui sont flippés rien qu'à l'idée de laisser leur petit à un inconnu, ce qui peut se comprendre. Et quand ils arrivent en maternelle, c'est des familles qui viennent d'apprendre que leur enfant a un TSA. Déjà, oui. Le mot autisme, ça fait peur. Et il doit y avoir des parents super angoissés. En fait, on arrive à gérer des parents comme ça Oui, il y a des familles pour la plupart angoissées. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une réponse identique pour chaque famille. Il y a des familles qui auront déjà mis en place plein de choses à domicile, où il y a des enfants qui, avant d'arriver à l'UMA, n'ont pas eu d'accès au collectif, par exemple, d'autres qui étaient en crèche. Donc, je dirais qu'il n'y a pas une réponse identique. C'est vraiment du cousu humain. Donc, justement, c'est beaucoup d'adaptation. Voilà, la dentelle qu'on va mettre en place, justement, dans le lien avec les familles, c'est justement essayer de comprendre du mieux qu'on peut où en est la famille à l'arrivée, ce qu'elle a compris de ce qu'elle a pu avoir comme un niveau d'information. Et puis, on propose des petites choses au fur et à mesure dans la temporalité. Sur une entrée en UMA, on va proposer ce qu'on appelle, nous, des temps de sensibilisation où sur 2 demi-journées, on va aborder ce qu'est l'autisme, on va aborder un petit peu les outils qu'on peut proposer aux enfants au quotidien à l'école. Voilà, donc il y a des entretiens individuels. On a aussi ce qu'on appelle la Vineland, donc c'est un questionnaire. Donc les éducateurs vont échanger avec les familles pour justement questionner beaucoup de choses pour savoir un petit peu où en est l'enfant. Voilà, il y a beaucoup d'échanges et de rendez-vous. Et après, sur la question des angoisses, on est là pour accueillir et puis rassurer comme on peut à notre niveau sur notre domaine d'expertise dans un champ d'action bien spécifique qui est l'UMA. Je vous propose maintenant à tous les 3 un petit jeu, histoire de tordre le cou à ce qu'on peut entendre comme ânerie à longueur de temps. Je vous propose un DAC ou pas DAC. Je vous explique le principe. J'ai pu recueillir des phrases qu'on entend assez régulièrement, qui valent ce qu'elles valent. J'attends de vous que vous me disiez si vous êtes DAC ou pas DAC avec ce qu'on entend souvent. Est-ce que, par exemple, les enfants autistes, on dit régulièrement qu'ils sont isolés? DAC ou pas DAC? DAC, moi je dirais DAC. DAC Systématiquement isolés? Enfin, c'est récurrent en tout cas Non, ils sont quand même... Et puis je trouve qu'avec l'inclusion et toutes les sensibilisations dès le plus jeune âge... Vous bossez là-dessus aussi, j'imagine. Ouais, voilà. ça bouge pas mal de choses, même au niveau des enfants, le regard des autres enfants et tout, ça bouge bien. Nous, on le voit à l'école, ils sont quand même vachement bien intégrés. D'accord. Et après, parfois, nos enfants avec des troubles TSA, ils ont besoin de cette isolation. Ils ont besoin de leur petit moment à eux, loin du bruit, coupé du quotidien. Comme nous, nous-mêmes...
pro ou en perso, on a besoin aussi de couper du monde et par exemple faire notre sport et tout. Donc ils ont besoin de leur petit moment à eux défouloir. Entendu. Alors on entend souvent aussi que l'autisme c'est héréditaire. Est-ce que quand il y a un enfant autiste, ça veut dire que papa ou maman est autiste aussi? Dac ou pas dac? Non, pas dac. Pas dac, d'accord. Donc ça peut être la faute à pas de bol, ça peut tomber sur n'importe qui. Enfin en tout cas, il n'y a pas de facteur de la famille. Ok. Comme phrase qu'on entend régulièrement aussi, on entend souvent que les autistes n'auront jamais de vrai métier. Est-ce que, on en a parlé un petit peu des différents parcours possibles. Est-ce que ça arrive, donc dac ou pas dac, qu'il y ait des enfants autistes qui au final finissent avec un métier tout à fait classique? D'accord pour un métier, oui. Oui, d'accord. Dac, Noémie? Dac. Ok. Les enfants autistes, ils font des fixettes, des fixations sur quelque chose. Dac. Dac, ça peut être par exemple. Il parlait d'intérêt restreint tout à l'heure, Thomas. Ouais. Voilà. On est plutôt là-dessus que, je sais pas, c'est souvent autour de, de jouer ou, en fait, ça peut être autour de plein de choses. On en a nous pour faire des exemples concrets. Ça peut être sur des petites voitures, des jeux musicaux, des choses de la nature, de la terre, des bâtons, etc., des petites feuilles, etc. Donc ça peut être sur plein de choses, mais ils ont quand même globalement des intérêts plus restreints. Bon, histoire de tester vos connaissances quand même, pour être sûr que je vais pas faire des imposteurs, je vous ai préparé un petit quiz. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dis qu'il y a 10 fois plus de garçons autistes que de filles autistes? Vrai ou faux? Il y en a plus, mais c'est pas 10 fois plus. Bien joué. Donc c'est exactement la bonne. Et alors combien de fois plus du coup? Il me semble que sur 10, c'est 7 garçons pour 3 filles. Alors, faut que je fasse le calcul, parce que moi, j'avais trop 4 fois plus. Ça, c'est pas... ça doit être alors, à c'est à moi de vous rendre le quiz. Ok. Bon, mais félicitations, je m'écrase. Merci. Vrai ou faux, on s'intéresse depuis les années 30 à la question de l'autisme. C'est dans les années 30 que quelqu'un s'est dit, tiens, peut-être que cet enfant, il est particulier. Je dirais faux, peut-être un peu plus tard quand même. Plus tard, Amandine? Ouais, je pense aussi plus tard. Noémie? Plus tard. Eh ben, vous êtes tombés dans le panneau tous les trois. C'était dans les années 30, donc un Ukrainien qui s'appelait... Vous avez pas spécifié le territoire. C'est pas faux. Je m'incline. Donc c'était un Ukrainien qui s'appelait Léo Karmer qui s'est penché pour la première fois sur la question. Ok. L'émission, elle touche à sa fin. Est-ce que vous auriez envie aujourd'hui de passer un message à ceux qui nous écoutent, aux familles, aux enfants, aux pros, à tout le monde Amandine avait une petite dédicace, mais elle va peut-être pas oser. Elle voulait dire bonjour à Tata Monique. D'accord, on l'embrasse. Voilà. Bonjour Tata Monique. J'ai osé pour elle. Non, on voulait faire un coucou aux collègues, parce que du coup, on parle à tous les trois aujourd'hui, mais on a l'équipe aussi au quotidien. Voilà, c'est vraiment un travail interdisciplinaire qui demande vraiment beaucoup d'échanges entre nous. On a nos temps de réunion et on est tous là à essayer de réfléchir avec notre expertise métier. Vous parliez tout à l'heure de la différence entre moniteur, éducateur spécialisé, mais il y a encore plus de métiers que ça à l'UMA, donc vraiment un grand coucou aux collègues. Thomas, une Tata Monique aussi, non? Non, et puis pardon, Noémie, je vous ai coupé. Juste parce que du coup, je profite, on va avoir des recrutements à venir. Donc s'il y a des vocations, des professionnels éducateurs spécialisés pour qui l'UMA, ça fait vous ne serez jamais au chômage, en tout cas il y a toujours de la demande. Et du coup il y aura des postes à pourvoir prochainement, peut-être au sein des différents services et prochainement à l'UMA. Thomas, quelque chose à rajouter? Un petit coucou aussi? Non, toujours comme a dit Noémie, aux collègues, parce qu'ils auraient pu être à notre place aussi. Donc voilà, aux collègues, et c'est un beau métier et qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Parce que c'est riche et il y a plein de secteurs. On peut bosser dans le handicap, dans la protection de l'enfance, etc. Donc c'est un beau métier. Et tous les trois, je vous dirais volontiers merci, mais au lieu de ça, je vais vous dire bravo. Bravo pour votre boulot, pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes. Merci, évidemment, quand même. Moi, j'ai un petit message pour ceux qui écoutent ce podcast, surtout. Faites-le moi tourner. Déposez-les sur vos blogs, sur vos pages YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur Thermomix, sur R2D2, sur Mega Drive, de partout. C'est la fin de cette émission, donc merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. En plus, félicitations. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine. Bye bye.